tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Le programme, ce soir, le voici, notre grand débat autour des sanctions contre les fake news annoncées par Emmanuel Macron. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge, nous dit le chef de l'État. Alors au-delà des questions juridiques complexes que cela pose, il y a aussi un volet moral. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour la démocratie ? Les fausses nouvelles, les rumeurs qui sont un problème ancestral dans toutes les sociétés, ou bien le fait de vouloir contrôler les nouvelles et donc la liberté d'expression. Y a-t-il un risque de dérive liberticide ? Nous posons le débat ce soir avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir deux communicants, Jackie Isabello à Florian Silnicki. Nous reviendrons sur les annonces du gouvernement sur la sécurité routière. Toute une batterie de mesures censées sauver des vies, mais qui va compliquer la vie d'un certain nombre d'automobilistes et surtout ceux des territoires, ces Français de la province, de la ruralité. Emmanuel Macron ne risque-t-il pas d'alimenter son image de président des métropoles ? Nous en débattrons sur ce plateau. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot. Elle viendra nous présenter l'idée assez révolutionnaire d'un collectif d'experts, créer une troisième assemblée, une institution du futur qui agirait sur les questions environnementales notamment. Elle nous en dira plus dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ce projet de loi anti-fake news voulu par Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut se débarrasser des fausses nouvelles qui polluent le débat public et qui pullulent sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il touche ainsi à l'épineuse question de la liberté d'expression. Qui décide qu'une nouvelle est fausse ? Une vraie nouvelle est-elle forcément issue de la parole officielle ? On va en parler dans un instant avec nos invités. D'abord, le point avec Quentin Calmet. C'est l'une des annonces de cette rentrée 2018, un projet de loi contre les fausses nouvelles qui pourrait être présenté très rapidement avant la fin de l'année. Pour le chef de l'État, il s'agit de lutter contre les organes d'influence et de propagande mensongère. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Un projet de loi qui rappelle la critique adressée en mai dernier à Sputnik et à Russia Today, deux médias pointés du doigt en présence du président russe. Car pendant la campagne, un épisode a particulièrement marqué le candidat Emmanuel Macron. 2 heures avant le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, un site internet propage une rumeur sur un compte offshore aux Bahamas. Une fake news largement relayée par des comptes Twitter proches de l'extrême droite et repris par la candidate frontiste elle-même. J'espère qu'on n'apprendra pas Madame que Le vous Pen. avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame moi. Le Pen, Non, parce mais que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai mais dit vous, j'espère. Vous, on sait en tout cas que vous avez un patrimoine qui est sous-évalué et vous, on sait en tout cas que vous êtes sous le cas d'une procédure judiciaire. Ça n'est pas mon cas. En novembre dernier, la sénatrice Nathalie Goulet a présenté une proposition de loi visant à créer un délit de propagation de fausses nouvelles, en particulier sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, particulièrement pointés du doigt pour leur laxisme dans la lutte contre la désinformation sur Internet. Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Vous êtes avocat et président du comité d'éthique de La République En Marche. Dan Cheffet, avocat, co-auteur justement avec Nathalie Goulet d'une proposition de loi visant à sanctionner les fake news. Jérémy Mani, président de Netino, une start-up qui est devenue leader français de la modération de contenu sur Internet. Et Isabelle Vera-Masson, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la communication. Je voudrais qu'on commence avec cette remarque assez pertinente d'un internaute cet après-midi qui répondait à notre question Twitter. Légiférer contre les fake news, quel risque pour la liberté d'expression ? Voici ce qu'a déclaré, ce qu'a écrit Amir Akl. Mais pourquoi encore légiférer ? L'infraction existe déjà, non ? Avec le faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles. Et puis plus spécifiquement en période électorale, l'article L97 du Code électoral. Jean-Pierre Mignard, que répondez-vous à cela ? Il est exact qu'il existe déjà toute une panoplie de réponses dans le droit aux fausses nouvelles. Ce qui, à mon avis, change, c'est l'ampleur des fausses nouvelles, c'est les supports. Je pense que s'il y a une investigation à mener et un toilettage de la loi, il est à opérer sur le plan du support numérique, et puis notamment des foyers de diffusion de fausses nouvelles venant de l'extérieur, c'est-à-dire de l'étranger. Si nous pouvions cantonner les fausses nouvelles à condition de bien s'entendre sur la définition, de savoir ce que sont des fausses nouvelles, de ce que sont des diffamations, de qui a intérêt à agir, de quel intérêt social il s'agit. L'intérêt social n'est pas forcément l'intérêt des personnes. Personnes défendent leur droit à l'honneur et à la considération
un intérêt social, c'est la paix publique, c'est la stabilité des institutions. Donc, les intérêts en cause peuvent être différents. Une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur la définition, quel est aujourd'hui le nouveau danger? Sans doute la profusion des foyers de diffusion de fausses nouvelles. Vous pensez aux réseaux sociaux, par exemple? L'utilisation des réseaux sociaux pour propager les fausses nouvelles, qui y a intérêt, qui est derrière, et notamment, ces foyers sont-ils saisissables? Une action judiciaire française a-t-elle des moyens d'agir contre ces foyers? Dans ces cas-là, c'est moins l'identification et la sanction qui doit se poser que l'interruption. Et donc l'interruption à partir de ce qu'est le support numérique. Donc je crois que c'est revisité en fonction du support numérique aujourd'hui. Une nouvelle loi est nécessaire, Dan Shefet? Je pense qu'une nouvelle loi n'est pas nécessaire. Vous allez dire, c'est un peu contraire au fait que j'ai rédigé avec la sénatrice Nathalie Goulet le projet de loi dont vous avez fait allusion. Mais dans cette loi, on dit en préambule qu'il faut que ce soit une grande cause nationale, l'éducation et l'esprit critique. Malheureusement, on a vu, après qu'on a déposé cette proposition, une loi qui maintenant fait office de modèle un peu partout, qui est la loi allemande sur le fake news et qui traite aussi des questions de discours de la haine. C'est un problème parce que c'est un dérive. La loi allemande est un dérive et j'espère beaucoup que le gouvernement français ne va pas suivre ce modèle allemand. Suivre ce modèle tel qu'a déjà fait Poutine en Russie, avec des amendes qui vont jusqu'à 50 millions d'euros. Alors, entre ça et ne pas légiférer, je préfère de ne pas légiférer. Et surtout, comme on ne sait pas exactement quelle est la corrélation entre le contenu et le comportement. Il nous faut absolument, avant d'essayer de commencer à limiter la liberté d'expression, savoir ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'intuitivement on pense qu'il y a une corrélation qu'il y a une corrélation. Il y a beaucoup de sciences qui démontrent, et vous allez peut-être expliquer un peu plus après, que ce qu'on pense intuitivement n'est pas du tout la réalité. Alors moi, je voudrais qu'avant de commencer à légiférer, que les scientifiques, c'est-à-dire des psychologues et des sociologues, par des moyens statistiques et d'autres, essayent de quantifier quel est le risque de l'influence sur le comportement et mettre ça dans des différentes catégories qui peuvent nous permettre après, si nécessaire, à légiférer. Alors, il y a un certain nombre de réserves. En effet, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a publié un communiqué sur le sujet. Voici ce qu'il déclare. Certes, la liberté d'expression est toujours un risque, mais le risque de liberté d'expression est toujours préférable à la tentation du contrôle des consciences. En démocratie, mieux vaut une information erronée qu'une information étatisée. Isabelle Vera-Masson, est-ce que vous êtes d'accord avec ces réserves? Est-ce que vous aussi, vous avez des réserves sur une loi anti-fake news? Surtout que ça peut être étatisé et erroné. Oui, c'est vrai. Et dans ces cas-là, c'est très grave. On pense évidemment à Bush et à ces fameuses armes de destruction massive à travers lesquelles il a profité pour faire une guerre dont on mesure les conséquences terribles encore aujourd'hui. Non, je crois que la question de la législation est une question de fond. Faut-il légiférer de manière générale? Et on voit bien que la loi, quelque part, elle clôt le débat. Elle fixe un état de la réflexion et elle est à la fois une réponse sociale et politique importante, et on en a besoin, et en même temps elle porte le danger d'être interprétée par d'autres pouvoirs que ceux qui ont légiféré et dont on peut imaginer, on pense évidemment à ce qui se passe en ce moment, qu'il y a de la bonne foi dans le désir de faire du ménage dans cette démocratie Internet extrêmement compliquée. Parce qu'il y a un problème, tout le monde est d'accord sur le constat. Alors, il n'y a pas un nouveau problème, il y a un problème ancien, bien très ancien, et d'ailleurs la loi de 1881 a apporté un certain nombre de réponses, mais qui est à la fois modernisée, rendue différente par l'apparition d'Internet. Et Internet, c'est à la fois de nouveaux supports qui ont comme conséquence non seulement quelque chose qui s'étend partout et qui reste. Avant, les journaux disparaissaient avec le fait qu'on les entoure, on entoure le poisson, et à ce moment-là, la nouvelle disparaissait. Là, tout reste. Et puis, il y a des nouveaux émetteurs dont il est difficile pour chacun d'entre nous de savoir s'ils ont la même légitimité. Est-ce que le journaliste qui écrit dans Mediapart exactement sur le même support que le type du coin qui se prend pour un journaliste ou le méchant qui va, lui, lancer de mauvaises nouvelles? Donc tout cela se confond et au niveau de la réception, c'est extrêmement difficile de distinguer. Donc une vieille question extraordinairement dangereuse. La fausse nouvelle, elle part de lieux légitimes,
des informations officielles, mais qui peuvent diffuser des fausses nouvelles. Elles peuvent partir de lieux beaucoup plus obscurs, ou tout simplement être de bonne faire le foi. tri. Ouais. Et de toute façon, tout cela est modernisé, rendu différent. Et maintenant, la loi, on le sait, est une réponse partielle et un peu dangereuse. Jérémy Mani, vous êtes spécialisé justement dans la modération de contenu sur Internet. Est-ce que l'idée d'une nouvelle loi contre les fake news, c'est un constat d'échec pour vous aussi ? Non, je ne crois pas. Enfin, on parlait de liberté d'expression menacée. J'ai l'impression que c'est quand même un chiffon rouge qu'on agite et qui me semble terriblement exagéré. Si on replace un peu dans le contexte, on est quand même nous bien placés pour savoir qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités d'expression qu'aujourd'hui. Alors, rappelez-vous qu'il y a 15 ans, pour pouvoir s'exprimer, il fallait envoyer un courrier à la rédaction et espérer passer dans le journal des lecteurs ou peut-être passer dans une radio de libre antenne. On est quand même aujourd'hui à la possibilité, avec un peu de talent et un blog, donc sans moyens, de se faire connaître du plus grand nombre. Donc pour vous, menace sur la liberté Je pense d'expression, qu'elle est terriblement exagérée. On va en plus voir ce qu'il y a dans cette loi-là. Indépendamment de la loi, parce que là, il y a d'éminents spécialistes de la loi, je ne vais pas ajouter mon grain de sel. Je pense que c'est la notion des moyens qui n'est pas évoquée jusqu'à présent aujourd'hui, ni par notre président, ni dans tous les articles que j'ai pu lire, en tout cas dans très peu d'entre eux. Imaginons qu'une loi passe, peu importe, qu'elle fasse toilettage, qui est peut-être nécessaire ou pas, peu importe. Qu'est-ce qui se passe le lendemain ? On n'aura pas plus de gendarmes qui vont contrôler tout ça, on n'aura pas plus de moyens juridiques pour aller traîner en justice les personnes qui seraient à l'origine de fake news et à l'origine de tout ça. Et donc, si, je crois que c'est vraiment le problème, parce que si la loi existe mais qu'elle n'est pas appliquée, je crois que c'est pire que de ne pas avoir de loi. On le voit dans la diffamation aujourd'hui sur les propos sur Internet. Il y a tous les jours des milliers de propos diffamatoires qui, en théorie, seraient sous le coup de la loi, qui, en pratique, ne donnent lieu à absolument aucune conséquence, faute de possibilité de faire appliquer l'arsenal juridique qui pourtant existe. Jean-Pierre Mignard ? Oui, alors moi je ne crois pas du tout qu'il y ait en état de menace sur la liberté d'expression. Pour vous aussi, c'est chiffon rouge qu'on agit ? Ah oui, non mais complètement, parce que d'abord, premièrement, je veux dire, la panoplie existe déjà. En ce qui concerne les diffamations sur Internet, en effet, ça ne passe plus par le circuit judiciaire. En réalité, les personnes agissent directement et la loi leur en donne la possibilité, visant à effacer les textes, et les hébergeurs, comme les éditeurs, ont des obligations d'y répondre. Donc il y a une co-régulation entre les victimes, d'autre part, les prestataires techniques sur Internet. Deuxième chose, la loi sur les fausses nouvelles, elle existe depuis longtemps. Encore une fois, c'est quel intérêt social on défend ? Si c'est des personnes qui sont en cause, alors oui, dans ce cas-là, c'est l'atteinte à l'honneur, à la diffamation. On peut dire que les personnes peuvent agir. Elles disposent de moyens. Pour ma part, je crois que les fausses nouvelles portent atteinte à des intérêts sociaux. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, depuis très longtemps, s'y est penchée. Fausse nouvelle de nature à perturber les relations internationales peut constituer la fausse nouvelle susceptible de troubler la paix publique. On disait en effet que des avions partaient du Maroc pour bombarder l'Oranis, qui était effectivement de nature à troubler les relations internationales. Aussi, d'autres jurisprudences, des informations susceptibles de provoquer des réactions insurrectionnelles ou la répression sanglante d'une manifestation par les forces de l'ordre. Le tribunal de Nanterre, effectivement, considère comme une fausse nouvelle le fait, effectivement, d'avoir s'est prononcé sur une notion, après un reportage sur une chasse aux flics. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Eh ben, je veux dire par là que c'est un intérêt social qui est en cause derrière la fausse nouvelle. Si c'est une personne qui est en cause, c'est un intérêt privé. Si c'est un intérêt social, en effet, il s'agit d'une fausse nouvelle. Alors, qui peut agir ? Qui peut dénoncer ? Qui détermine que c'est une fausse nouvelle, surtout ? Eh bien, le juge. Qu'est-ce qui peut se passer, Madame Véra-Masson ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ? Lorsque j'ai un droit privé qui est en cause, je demande immédiatement... Alors, en privé, on le comprend. Eh bien non, mais madame, c'est un droit privé. L'honneur et la considération, c'est un droit privé. On comprend. Très bien. Sur un fait social déterminé... Eh bien, le ministère public, nous sommes quand même dans un État démocratique, dans une société de droit, le ministère public est chargé de l'action publique. C'est lui qui, effectivement, doit saisir le juge, afin que celui-ci soit susceptible de prendre des mesures de protection de la société démocratique. Quand même, nous n'allons pas être iréniques au point de penser que nous sommes dans des sociétés isolées, à l'abri de tout, confinés, alors que nous avons bien vu, à travers le Brexit, les élections américaines, les élections françaises, qu'aujourd'hui, les États, des États ou des forces qui leur sont liées, agissent à des fins de déstabilisation. Ne soyons pas inutilement iréniques. Je me souviens de Philippe dangereusement iréniques. Philippe Simoneau disait il n'y a d'information que volée. C'est un grand journaliste et c'est vrai que si on commence à considérer que toute nouvelle qui n'est pas bien étayée, bien officielle, n'en est pas une, alors Watergate, etc. Madame, on ne parle pas de journalisme là. Bien sûr. Attention, ne confondons pas. Nous ne parlons pas de journalisme.
On va laisser intervenir Dan Sheffield. Oui, alors j'ai deux ou trois commentaires à faire sur ce que vous avez dit. Vous avez fait allusion à des conventions internationales. Oui. Et il est vrai que dans la Convention internationale sur le droit civique et politique, article 20, il y a même une obligation de l'État d'interdire la propagande. Exactement. En article 19.3, il y a des exceptions à la liberté d'expression. Oui. C'est la même chose dans la Convention européenne des droits de l'homme, article 10 et article 17. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que on n'est pas en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Il y a un grand nombre de dossiers qui ont été tranchés devant le tribunal et la Cour des droits de l'homme à Strasbourg sur l'abus d'un droit. Et abuser un droit, ça veut dire, en article 17 aussi, article 10, qui est la liberté d'expression. Alors, laissez-moi terminer sur ça, en disant que si on doit, sur la base de ces deux conventions et la Déclaration universelle, aussi, article 19, justifier de limiter un droit de l'homme, la liberté d'expression est un droit de l'homme, il faut que 3 critères soient remplis. La première, il faut que le but soit une valeur démocratique. 2, que ça soit prévu par la loi. 3, que ça soit nécessaire. Bon, alors sur la première question, vous avez parlé de valeurs démocratiques qui sont différentes de l'intégrité de la personne et de l'individu. Vous avez tout à fait raison. Alors, si vraiment le but de limiter le droit d'expression, c'est de protéger les valeurs démocratiques, il nous faut savoir, en vertu de 3e condition qui est la nécessité, savoir ce qu'on fait. Et pour l'instant, je ne sais pas, et vous non plus, et personne ici ne sait si vraiment il y a une corrélation ou pas. Il y a un autre... Première nécessité. Oui. 2e, c'est que si vraiment on veut protéger les valeurs démocratiques, pourquoi on n'interdit pas, par exemple, l'université de Stanford, qui est en train de développer ce qu'on appelle Persuasion Profiles. C'est-à-dire des profils sur nous tous, avec 60 points, qui identifient exactement comment on peut vous persuader de changer d'avis. Et ça s'est vendu. Ça s'est vendu à des partis politiques. Ça s'est vendu à celui qui veut acheter. Marketing. Et Cambridge Analytica, c'est la même chose. Non, mais ça, c'est beaucoup plus dangereux pour notre démocratie, parce que ça, c'est efficace. Alors, si vraiment on veut protéger la démocratie, il faut interdire ça. Oui. Toujours lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a mis le doigt sur une autre question sensible, qui est celle des confidences, celle des complicités, des connivences éventuelles entre journalistes et politiques. Un sujet qui n'est pas nouveau, loin de là, mais là aussi, Emmanuel Macron veut y mettre un terme. Ça n'est ni la confidence dont la France a le secret, et dont la littérature nous dit qu'elle peut parfois aussi être fausse, ni la connivence. Et donc, cette saine distance ne facilite peut-être pas votre travail ou des habitudes qui avaient été prises. Elle ne facilite pas non plus toujours notre travail, parce que j'ai conscience qu'elle peut parfois faire naître une animosité en réaction, mais elle est à la base de l'exigence que nous partageons. Alors, il faut le dire, pas mal de journalistes ont été un petit peu surpris par les propos du chef de l'État. Isabelle Véramasson, qu'est-ce que ça vous inspire? On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut mettre un terme aux infocoulisses, à ce qu'on appelle les off, qui fait pourtant partie intégrante du métier de journaliste. Est-ce que ça vous a interpellé? Ah oui, oui, bien évidemment. Alors, la première réaction, c'est de dire il n'a pas tort, on parle trop. Vous savez, les chaînes d'information continuent, piat-piat quand même. C'est pendant quinquennat des Hollande heures. qui nous a un petit peu échaudés, peut-être. Non, non, moi je défends toujours le quinquennat Hollande. Non, c'est vous. il y en a qu'une. Et oui, c'est moi. Et donc, le piat-piat, les discussions pendant des heures, est-ce qu'il a dit ci, est-ce qu'il a dit ça? Mais c'est nourri d'informations, tout ça. Oui, mais bon, ça c'est agaçant, ça c'est du temps perdu, on a l'impression que l'on dilue les choses importantes. En revanche, comment peut-on mettre en question toutes les informations qui ne sont pas officielles, c'est-à-dire les enquêtes, le journalisme d'investigation, les informations qu'on va justement, comme je disais tout à l'heure, voler, c'est-à-dire celles qui ont les pouvoirs, tous les pouvoirs politiques, économiques, de santé, ne veulent pas cacher. Donc ça, évidemment, tout ce qui est autour de ce qui n'est pas déclaré officiellement doit être évidemment étudié, analysé, recherché, pour justement contrer une information qui ne serait qu'officielle. Et puis ça permet le off, de ce qui n'est pas dit, de comprendre d'une manière plus sensible, plus compliquée, plus dialectique l'information qui nous arrive
arrive à travers l'AFP. Je vais vous laisser répondre dans un instant, je voudrais Oui, juste entendre Jérémy Magny. Moi, je suis toujours étonné par ce type de réaction-là, parce que d'une part, il suffit qu'il arrête de parler à la presse et on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin de le déclarer, il n'y a pas besoin de faire de grands débats là-dessus. D'autre part... Oui, sauf qu'on ne peut pas empêcher les discussions en coulisses. Enfin, c'est il peut impossible. s'empêcher de parler, en tout cas auprès de journalistes. Lui, mais pas ses ministres. Éventuellement. Ouais. Surtout, je pense qu'on voit aujourd'hui une grande méfiance. Moi, je le lis dans les commentaires tous les jours envers les médias au sens large. Et pourquoi ? Parce que souvent, ils sont jugés une certaine connivence avec les pouvoirs politiques. Donc, séparer un peu les deux ne me paraît pas contradictoire avec le fait que les médias retrouvent un certain respect dans la part de la population, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même extrêmement critiqués par un nombre croissant de gens. Parce qu'on n'aura pas l'impression qu'ils sont à la solde, parce que je prends les termes que je lis, du pouvoir politique en place. Et donc quand on dit que M. Macron cherche à museler la presse, on fait l'écho finalement d'un certain nombre de ressentis plutôt libertaires, plutôt très extrême gauche, de gens qui pensent que voilà, il y a une énorme connivence et que du coup les médias, ce qu'on lit dans les médias est forcément appuyé du sceau du pouvoir public, et donc il faut aller chercher l'information de façon alternative, et on revient sur nos fausses nouvelles, donc tout ça est quand même un peu lié. Jean-Pierre Mignard, vous nous dites ce que dit Emmanuel Macron, ce ne sont pas les off, ce n'est pas tout ça que ça concerne. Lui, il dit il faut arrêter avec la connivence, ou en tout cas réduire la connivence. Attendez, il a quand même le droit, comme n'importe qui, de dire ce qu'il pense être le journalisme, le grand journalisme, le journalisme utile des potins. Moi, le off existe, personne d'ailleurs n'entend supprimer le off. Le off a quand même l'immense désavantage de prêter des propos à des personnes censées être importantes et dont on ne connaîtra jamais l'identité. Excusez-moi, c'est pas quand même le grand fleuve qui irrigue la démocratie, les off. Hein. Bien. Par contre, pour le reste, l'investigation, etc., il n'y a jamais été question de ça dans sa déclaration. Si, il parle de soupçon. Il dit qu'il est contre le journalisme de soupçon. Non, mais bien sûr, parce que... alors je ne l'ai pas, elle m'avait que les enquêtes partent de soupçons. Eh oui, forcément. Non, il n'y a pas de journalisme d'investigation sur le Non, mais attendez, excusez-moi, ensuite il y a l'investigation. Voilà. Qu'est-ce que disent les juges pour décider qu'il y a une enquête ou qu'il y a des rumeurs diffamatoires? Ils disent, est-ce que vous avez fait une enquête sérieuse? Est-ce que vous avez un but légitime à votre enquête? Est-ce que vous avez une animosité vis-à-vis des personnes? Et est-ce que le ton que vous avez utilisé est modéré? Si ces 4 critères sont remplis, oui, même si vous n'êtes pas certain, vous avez fait votre travail. Sinon, non, c'est une diffamation. Dan Shefet. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit de plus? Il dit rien de plus qu'un juge. Ni moi. J'ai pas vraiment de remarques à faire sur la question de off ou on, mais je voudrais bien ajouter un problème à ce qu'on est en train de voir. Est-ce qu'il faut légiférer ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut légiférer? Et la première question que j'ai soulevée, c'est est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire, etc. Deuxième chose que je voudrais attirer l'attention de tout le monde de ça, c'est que l'Internet, c'est universel. On peut faire les lois ici en France, on peut le faire en Allemagne, mais tant qu'on n'a pas un accord des États-Unis, ça ne sert pas à grand-chose. Alors est-ce qu'on va vraiment faire une loi ici qui permet de limiter l'expression, la liberté d'expression, sachant que sur .com, on peut accéder à la même information? Je pose la question, si une telle loi qui n'a aucun effet réel est nécessaire et utile. Dans les faits, quand même, il y a une différence entre empêcher les gens d'aller chercher une information et leur servir sur un plateau. Si on prend la photo des victimes du Bataclan, par exemple, elle avait été interdite de diffusion sur le territoire français sur Internet, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que les internautes français, normalement, ne pouvaient pas tomber dessus par mégarde, sans le vouloir. Par contre, c'est sûr que s'ils voulaient aller la chercher, ils pouvaient aller chercher sur des sites... Vous parlez de Rapidement, parce qu'on a une troisième partie à aborder. Si je vous entends bien, puisque les murailles sont susceptibles d'être franchies, il vaut mieux baisser tout de suite le pont-levis. Eh bien non. On va quand même essayer de défendre les murailles. Moi, je pense qu'il faut pas... On ne peut pas défendre de limiter la liberté d'expression si la loi qu'on va passer ne sert à rien. Mais elle servira pour une bonne et simple raison. Et ça, peut-être le rivaux. Si, effectivement, l'Union européenne est en mesure d'adopter, effectivement, une législation commune sur, notamment, peut-être la question des fausses nouvelles, qui leur soit commune à l'ensemble des États, 500 millions de personnes et d'internautes, vous verrez que les GAFA, lentement et sûrement, rentreront dans une discussion avec l'Union européenne, parce que c'est un immense marché dont il faudra satisfaire les standards. Et en tout cas, ces déclarations d'Emmanuel Macron interviennent alors qu'une enquête de la Fondation Jean Jaurès en lien avec l'IFOP montre que 79% des Français interrogés croient à au moins une théorie complotiste. Héloïse Grégoire est allée interroger cet après-midi Jérôme Fourquet, qui est le directeur du département opinion de l'IFOP.
C'est l'illustration de deux choses, à la fois d'une société de défiance, mais aussi du basculement de notre société dans un nouveau modèle. C'est-à-dire que les cadres légitimes, les cadres habituels sont remis en question. C'est très clairement le cas pour tout un discours rationnel et scientifique qui est systématiquement mis en cause. C'est également le cas pour les médias. Et donc, à partir de là, s'ouvre un champ des possibles tout à fait gigantesque pour soit des gens qui sont mal intentionnés, soit des gens qui peuvent être un peu illuminés, qui diffusent un certain nombre d'opinions. Et j'ajoute un chiffre effarant de cette enquête. 32% des sondés pensent que le sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine. Isabelle Verramasson, qu'est-ce que vous inspire ce sentiment de défiance des Français ? Alors ça, c'est vraiment une connaissance presque anthropologique que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une incrédulité sur la science, sur les hommes politiques. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de partis politiques. Enfin, avant, on avançait en faisant confiance à un certain nombre de corps constitués. Et ça, c'est véritablement un changement anthropologique de taille. Et c'est pas un hasard si effectivement, on le voit bien, ce sont les jeunes, c'est-à-dire ceux qui subissent le plus fortement ce changement anthropologique, qui sont le plus porteurs des théories complotistes. Les gens les plus âgés, plus de 60 ans, qui ont été élevés dans la confiance à l'égard de la science, des partis politiques, des savants, etc. Eux ne font pas partie de cette théorie de complotisme. Enfin, moins. En tout cas, non, très nettement. Les deux, le clivage, il n'est pas politique, assez peu. Il est vraiment véritablement générationnel. Donc on peut se demander s'il n'y a pas d'autres causes. Par exemple, le fait que notre école ne jouerait pas son rôle et les parents ne joueraient pas le rôle tout simplement d'apprendre aux Français que la Terre est ronde, des choses, et que l'homme a été créé un peu plus avant, il y a 10 000 ans. Donc on peut se demander si l'école n'est pas responsable. En tous les cas, les corps sont constitués responsables de la formation. Je ne crois pas. Je crois que ce que montre cette étude, c'est véritablement le fait qu'on va devoir vivre avec cette incrédulité, ce doute anthropologique sur les Il nous reste moins et de que 3 finalement minutes, les faits deviennent des opinions. Jérémy Mani. Alors, moi, là, j'étais pas surpris parce qu'on le voit tous les jours, ça, dans les commentaires, ces théories. Sur Internet. Sur Internet, effectivement, c'est flagrant. C'est dû, à mon sens, à deux choses. D'une part, les minorités, qu'elles soient idéologiques ou religieuses, par exemple, qui cherchent à diffuser ce type de propos, sont devenues expertes dans le marketing et l'occupation de l'espace public sur Internet, et donc savent très très bien utiliser ça. J'ai personnellement fait l'effort de regarder ce qu'écrivaient les complotistes sur les attentats du 11 septembre. C'est très très bien écrit, c'est très détaillé, et je pense même qu'ils sont convaincus de ça. Sincèrement, on peut rentrer dans cette logique-là et en sortir bouleversé. Donc il faut être armé par rapport à ça. Et donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est aujourd'hui, c'est que les sources d'information sont tellement multiples qu'on est vite perdu et qu'on pense... on lit souvent, j'ai lu sur Facebook plutôt que j'ai lu sur Le Monde, ou j'ai lu sur Le Figaro. Et donc, justement, Jean-Pierre Mignard, est-ce que c'est pas contre cela que veut lutter Emmanuel Macron ? Est-ce que ce n'est pas cela qu'il cherche, mettre fin aussi à ce sentiment de complotisme que ressentent les Français ? C'est incontestable, mais là, pour gagner, il devra gagner, et nous gagnerons avec les journalistes. Ceux qui devront mener la bataille au premier rang sont les journalistes. Parce que qu'est-ce qui va distinguer la communication, la libre expression qui quelquefois chérira tout et n'importe quoi, sont les journalistes. Parce que les journalistes, comme dit la Convention européenne des droits de l'homme... mais si on ne les croit pas. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut que les journalistes, peut-être, ça c'est collégial, c'est à l'intérieur de la profession, prennent acte aujourd'hui du danger que ce climat représente, y compris pour la profession, et c'est la profession qui doit mener la bataille contre les fausses nouvelles et contre ce climat. C'est elle, c'est pas le président Macron, c'est pas nous. Les journalistes, c'est-à-dire que lorsque je vais sur un site, si je suis sur un site, un journal, je dois avoir confiance. C'est toute la différence. Donc que ce soit fiable. Donc c'est les journalistes. Dan Shefet. Évidemment, il faut condamner les théories complotistes, ça va de soi. Uniquement pour ajouter encore une fois sur la proposition de loi, le projet qu'on va peut-être voir ou peut-être pas voir. Moins d'une minute. On se concentrait maintenant sur la responsabilité des médias sociaux. Alors, d'un point de vue juridique, on parle de responsabilité pénale, si j'ai bien compris. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait en Allemagne. Alors, sur la base de complicité,
par fourniture de moyens, je suppose, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux de dénaturer en droit pénal ce concept qui a été bien développé depuis des années. Premier point. Deuxième point, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent jouer un jeu, et ce sont les annonceurs. Oui. Alors pourquoi pas utiliser le même principe de complicité, si on veut, sur les annonceurs, qui, eux, permettent à la machine de tourner. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Jacky Isabello à Florian Silnicki. On va revenir sur les questions que posent en termes d'image les mesures annoncées sur la sécurité routière. Emmanuel Macron risque-t-il d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il est un président des métropoles et non des provinces? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet signé Héloïse Grégoire. À peine confirmée, la mesure était déjà impopulaire, mais assumée par Édouard Philippe. Le gouvernement a rendu sa copie aujourd'hui et annonce l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur le réseau secondaire. Une mesure qui soulève de nombreuses critiques, notamment du côté des partis politiques. Le président du Sénat a demandé au Premier ministre de publier la conclusion d'une expérimentation sur cette baisse de vitesse à 80 km/h. Une limitation qui creuserait, selon Gérard Larcher, des inégalités territoriales. Ceci va s'appliquer dans des territoires qui sont en déficit d'équipement. Des territoires souvent ruraux, des territoires qui ont le sentiment d'être abandonnés. Et au lieu de conduire des investissements dans ces territoires, on leur dit, votre mobilité sera entravée. Même si Édouard Philippe a tenté de rassurer le président du Sénat à travers une lettre, d'autres réactions n'ont pas tardé à suivre. Marine Le Pen dénonce une mesure démagogique et lancera demain une pétition contre cette limitation. La mesure est impopulaire auprès de ses électeurs en zone rurale, un moyen pour le Front National de fédérer les mécontents. Pour le gouvernement, c'est une nouvelle bataille de communication qui commence, car Emmanuel Macron aura du mal à casser son image de candidat des villes. Et justement, on va y revenir dans ce match des idées. Avec nous sur ce plateau, Jacky Isabello, bonsoir, communicant, fondateur de l'agence Coriolink. Florian Silnicki, bonsoir, fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom. D'après un sondage Harris Interactive, près de 6 Français sur 10 sont contre cette limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. On peut imaginer qu'effectivement cela concerne et cela touche davantage ces Français qui vivent en zone rurale, en tout cas loin des villes. Est-ce que Emmanuel Macron est en train de nourrir cette image de président des métropoles qui lui a été collée? Alors nous, dans nos métiers, l'important, c'est toujours de positionner le sujet au bon endroit, c'est-à-dire de le mettre à un endroit où vos arguments vont être plus échangés que les arguments de la partie adverse. Donc l'enjeu d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est de faire comprendre que c'est un enjeu de sécurité, voire de santé publique. 72 000 blessés, 3 000 morts. Bon, certes, entre 200 et 400. La courbe a décru, mais c'est très très important, et de dire aux Français, on pense à vous. Certes, c'est un peu casse-pied, mais on pense à vous avant tout, parce que c'est 30 milliards dans les comptes de la sécurité sociale, de réparer les blessés et d'accompagner les morts. Voilà. Donc son positionnement, c'est ça. S'il y arrive, les gens risquent de se dire, il n'a pas totalement tort. S'il n'y arrive pas, eh bien, ce sera le président qui, encore une fois, renforce cette image d'être assez éloigné de la province, de la ruralité et des territoires. Et c'est exactement ce qu'a fait Édouard Philippe dans le journal du dimanche, donc de la semaine dernière. Si pour sauver des villes, il faut être impopulaire, j'accepte de l'être. C'est exactement ça la stratégie de communication qu'il faut adopter. Bon disciple d'Alain Juppé, qui avait su, lui, en son temps, alors Premier ministre, mettre toute la France dans la rue pour porter certaines réformes qui avaient échoué. On ne mène pas des réformes et on n'impose pas contre l'opinion publique des changements aussi importants. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe, ils ont cherché à objectiviser les raisons qui pouvaient les avoir poussés à accepter cette limitation dont j'observe aujourd'hui qu'elle est soutenu par exemple par Manuel Valls, qui pourtant, alors qu'il était au pouvoir, ne l'a pas porté, ce qui démontre que sans doute le paysage politique a un avis plus favorable que les Français envers ces mesures. Autre sujet de ce soir, et si pour faire renaître un parti, il fallait tout simplement le rebaptiser? Marine Le Pen s'est déclarée favorable dimanche dernier à un changement de nom du Front National, et ce matin, Stéphane Le Foll, qui est par ailleurs candidat à la direction du PS, veut aussi un changement de nom. Faudra-t-il changer le nom du Parti socialiste? C'est une question qui sera posée. Vous y êtes favorable ou pas? J'y suis favorable, je l'avais dit. Je sais pas, j'avais proposé de considérer qu'on devait changer le nom du Parti socialiste et aller vers les socialistes. Ça me paraît beaucoup plus ouvert. On a besoin d'ouvrir maintenant. On a besoin, je l'ai dit, d'adapter.
Jackie Isabello, changer de nom, ça change vraiment les choses ou c'est l'aveu d'un échec? J'y vais toujours à pas feutrer parce qu'il y a plus de 15 ans, j'avais fait un pari stupide en disant le Parti communiste devra changer de nom parce que c'est plus possible de porter cette espèce de qualificatif qui était une grande idéologie. C'est à double tranchant. Est-ce que c'est pas la fausse bonne idée, hein? Remarquez que les commentaires ce matin ont dit on peut changer de nom, mais ça peut faire flop. Hein. Regardez ce qui a été fait avec les Républicains, ça a pas pour très le coup, bien ça a plutôt passé. bien marché à droite. Ils ont changé de nom pas mal de fois. Ouais, enfin ça a été très contesté. RPR, c'est UMP. pas tellement admis. C'est une espèce de comme ça de substantif de quelque chose qui est bien au-delà du parti. Donc ça peut foirer totalement. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il est répulsif. Il est répulsif, le Front National. Alors, le pari de Marine Le Pen, c'est de se dire, est-ce que je fais oublier ce qui s'est passé dans la campagne et j'arrive à m'ouvrir à d'autres électeurs et surtout à des alliances, hein, parce que quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, lui, a besoin qu'on gomme la famille Le Pen, paf, le bandeau sur l'œil. Donc, pour attirer le chaland, il faudra sans doute en changer, au risque de perdre votre base et votre cœur de cible, c'est-à-dire les plus convaincus. Florian Civigny, fausse bonne idée cette idée de changement de nom ou au contraire ça peut vraiment changer l'image du parti? En vérité, on prend les Français pour des idiots et on considère, en tout cas du point de vue des communicants de ces partis, que le changement de nom va suffire à faire oublier l'histoire de ces partis et à quoi ils sont liés, évidemment. Les affaires et tout ce qu'il y a de négatif, de perçu dans l'opinion envers ces partis. La difficulté, c'est qu'évidemment, les Français, c'est pas parce qu'on change la boîte de gâteau et qu'on leur dit que le gâteau à l'intérieur il est différent qu'ils vont acheter ce paquet alors qu'ils en ont une mauvaise image. Et au fond, on se demande tous si on n'est pas un peu ici dans l'histoire de Cendrillon et si on n'est pas en train de tenter de faire changer la citrouille en carrosse. Personne n'est dupe et il faudra changer le fond du parti pour que la forme s'en ressente. Pourtant, le marketing, ça marche dans le commerce. Les nouveaux packaging, ça attire le chaland. Mais vous savez, Jaurès disait, quand on n'a rien à dire, on change le vocable. Donc c'est vrai que c'est un principe marketing qui peut avoir certaines vertus. Maintenant, en bon professionnel marketing que nous sommes, on sait que ça, c'était le marketing des temps anciens. Aujourd'hui, si vous essayez de vendre une marque sans y agréger des valeurs et de travailler ces choses qui font que les gens ne se transforment pas non seulement en consommateurs, mais aujourd'hui en ambassadeurs, eh bien, s'il n'y a pas ces valeurs, votre marque, elle fait pchit, comme aurait dit un homme politique de premier plan. Et on voit d'ailleurs les entreprises privées qui régulièrement changent de nom pour faire oublier que leur service client ou que leur service tout court offert est défaillant. Eh bien, ça ne marche pas et ils continuent, malgré le nouveau nom, à perdre des clients et à faire fuir les gens qui sont mécontents de ces services. Florian le sait, de plus en plus, on a des publics qui refusent les changements de nom. C'est-à-dire qu'en marketing, nous, on a de grands exemples de dire... Et puis des choses, vous touchez un petit peu le logo, des choses comme ça, et les gens sont extrêmement réactifs parce qu'ils sont ambassadeurs et ils se disent, moi, je ne suis pas d'accord. Et comme je suis le porteur de cette image, eh bien, si je ne suis pas d'accord, il ne faut pas le faire. Et ils sont très virulents, véhéments, et vous savez où, notamment sur les réseaux sociaux. Troisième sujet de cette soirée à commenter, c'est une séquence. Elle a été publiée sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. On est juste avant son tout premier discours en Chine, qu'il va commencer par « Make our planet great again », mais en chinois dans le texte. Du coup, eh bien, il prend une petite leçon juste avant. C'est quasiment ta. Ça descend. Ça descend. Ouais. Alors, où est-ce que je respire là-dedans? Ça veut dire la Terre. C'est faire que la Terre, à nouveau, soit grande. Bon, c'est clairement une communication orchestrée, hein. Elle a été postée sur le compte d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça dit du président? Est-ce que c'est une séquence réussie? Est-ce que ça montre de lui qu'il est bon élève, qu'il est humble, qu'il apprend? Qu'est-ce que ça dit de lui sur un plan de communication, Florian Civigny? Ce qu'on cherche à mettre en œuvre lorsqu'on déploie sur un compte officiel ce genre de vidéo, c'est au fond que c'est un président qui fait des efforts et qui se mobilise pour tisser un lien de proximité avec l'interlocuteur qu'il visite. Ici, Emmanuel Macron, il n'a pas démérité dans le déploiement de symboles et le recours aux symboles et à l'histoire pour montrer qu'il voulait une nouvelle relation avec la Chine. Donc pour vous, c'est réussi, c'est bien vu?
Je trouve que c'est une bonne idée, tout ce qui vise à démontrer au fond à nos interlocuteurs ou à nous autres qu'on veut se rapprocher d'eux, surtout ici avec les intérêts commerciaux qui étaient en jeu. C'est évidemment le rôle du président de la République d'être cet ambassadeur commercial à ce moment-là, mais personne n'est dupe là non plus et il ne faudrait pas que systématiquement les Français se demandent si ce qu'on leur présente c'est de la communication ou une scène authentique parce que ça ferait naître dans l'opinion une répulsion. Trop de communication tue la communication. Exactement. Jacques Isabello. C'est le grand coup d'Emmanuel Macron que d'avoir détourné le slogan de Donald Trump. Vous savez qu'en marketing, et notamment en communication de crise, Florian le sait, si vous arrivez à triturer la marque de quelqu'un à ses dépens, vous faites ce qu'on appelle en marketing un spin effect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous contrarier, on ne peut pas s'opposer à vous. Lui, il a pris le slogan de Trump, il l'a cassé en deux. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, toujours dans le marketing? Il est en train de décliner cette marque. Et il va le faire dans toutes les langues. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est le grand truc d'Emmanuel Macron. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes journaliste, Rebecca. Il met la caméra et on a l'impression d'être invité dans un endroit où on ne peut pas aller. Et ça, il nous le fait plein de fois. Il nous l'a fait au Standard de l'Élysée. Il nous a fait lors de la campagne, ou en tout cas juste le lendemain de la campagne, lorsque nous avons assisté à la diffusion de ce reportage sur les coulisses de la campagne d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, quand il échange sur la sécurité, il ne faut pas se faire bouffer par la sécurité, sinon vous êtes mort. Voilà, il nous fait rentrer comme ça dans son intimité. Et ça, les gens apprécient beaucoup. Et il sait très très bien le faire. C'est-à-dire que c'est un superbe acteur. Il se dit, personne n'est là, alors qu'il n'est pas dupe. Et ça, c'est plutôt malin. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque l'étude que Coriolink a menée avec l'IFOP, Jacques Isabello. La question était, avec quel responsable politique aimeriez-vous boire une bière? Alors, voilà, vous voyez le résultat s'afficher. Là encore, Emmanuel Macron s'en sort plutôt bien puisqu'il finit premier, en tête de liste. On a fait rire pas mal de gens. Eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est une enquête récurrente depuis extrêmement longtemps parce que les Américains apprécient une chose, c'est de se sentir en convivialité avec les gens qui se proposent à l'élection. Et donc, on a voulu importer ça. Pourquoi? Pas pour faire quelque chose de nouveau, parce que Emmanuel Macron est arrivé avec une offre nouvelle. Donc, demandez aux gens, vous avez confiance en lui? Ils vont vous dire, j'en sais rien, parce que je ne le connais pas. C'est trop tôt. Donc, tous les indicateurs qui sont utilisés par les sondeurs, ils sont un peu obsolètes, avec Emmanuel Macron, avec toute cette nouvelle classe politique. Donc nous, on a voulu demander aux gens s'ils sentent les politiques capables de diffuser de la convivialité. Et après, on leur a demandé qu'est-ce que vous aimeriez échanger avec eux. Et ce nouvel indicateur, il va s'installer parce que la classe politique a changé et que derrière la puissance du décideur, on a envie aussi de se sentir proche de lui, comme avec quelqu'un qui est de votre famille ou avec un copain. Il ne faut pas le refuser. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron le sait, il faut parce le mesurer. Que cette séquence qu'il diffuse sur son compte Twitter, où il prend des cours, une séquence de convivialité, de sympathie, c'est exactement ce que vous dites. Quand il fait du sport, quand il échange un geste d'amour avec son épouse, quand il tape le revers de la main de quelqu'un, ou comme Jacques Chirac tapait le cul des vaches, vous vous dites, tiens, cette personne-là, on a l'impression qu'il connaît ma vie et qu'il a partagé ce que moi j'ai connu. Et ça, c'est important. Florian Silnicki, qu'est-ce que vous inspire cette étude? Emmanuel Macron en tête de liste des responsables politiques avec lesquels on aimerait, les Français, certains aimeraient boire une bière. Vous êtes d'accord? Vous auriez aimé? Vous auriez répondu Emmanuel Macron, vous? Moi, j'aurais sans doute répondu Emmanuel Macron, parce que c'est sans doute l'une des personnalités dont on a le plus à apprendre, et il est celui qui a cassé le monde politique ancien et qui impulse cette rénovation d'un monde politique que les Français appelaient de leur vœu. Je trouve que cet outil, c'est un outil salutaire qui permet de mesurer ce qu'attend l'opinion publique, et c'est un outil qui rappelle les questions qui étaient posées aux Français quand on leur demandait s'ils souhaitaient partir avec un ou un autre homme politique en vacances. C'est aussi un outil qui a le mérite de démontrer qu'il y a une période de grâce pour le couple de l'exécutif et sans doute une période moins compliquée qu'on pourrait le décrypter pour Marine Le Pen, qui sans doute peut-être par disruption, je ne sais pas, mais apparaît quand même assez haut dans ce classement. Et pourtant, oui, elle arrive, oui, effectivement, 4e dans ce classement. Il y a des résultats étonnants. Jean-Luc Mélenchon, qu'on dit souvent relativement agressif, finalement, il est dans le top 3. En revanche, Laurent Wauquiez, il arrive 10e. Alors là, quota de sympathie,
sympathie très très limitée. C'est vrai, il a du chemin à faire. Celui qui est assez bluffant, c'est Édouard Philippe, parce que finalement, quand vous vous posez la question, vous vous dites, sa femme, je la connais pas. Ses enfants, je les connais pas. Bon, son copain le plus proche, c'est Alain Juppé, mais de là à dire que ça imprime de la convivialité. Et il arrive quand même deuxième, donc ça veut dire que ses codes, je fais mon séminaire gouvernemental avec mon joli petit pantalon de moutarde, plutôt beau gosse, je fais de la boxe, il fait attention à lui, il est plutôt drôle. Eh bien, les gens commencent à percevoir ça chez lui, et donc cette convivialité, elle s'installe pour quelqu'un dont on nous dit qu'il est assez peu connu des Français. Florian Sénéqui ? Oui, il a d'ailleurs trouvé sa place, au fond, auprès d'un président de la République dont tout le monde ne cessait de nous dire qu'il était impossible de trouver une place, ne serait-ce que médiatique. Il est dans le bon rôle et ça permet encore une fois d'illustrer la capacité de la Constitution de la Ve République à faire fonctionner un régime efficacement, quels que soient les résultats des scrutins. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Audrey Pulvar. Cela fait 6 mois qu'elle est à la tête de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Sûrement trop tôt pour faire un bilan, mais elle nous dira quelles sont les idées nouvelles qu'elle a envie de mettre en avant, notamment en 2018. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Le prix Goncourt 1988 a été attribué au 6e tour de scrutin à Éric Orsena. Au fond, le premier texte vrai, un peu fini que j'ai écrit à 13 ans, c'était là, ici. Pour moi, l'écriture et la mer sont indissolublement liées à cause de ce lieu-là. Est-il vrai que vos amis vous surnomment Tintin? Oui, parce que je rêvais à 6-7 ans être Tintin, et maintenant j'en ai 63, je suis Tintin, c'est-à-dire je suis reporter. Aujourd'hui, le reporter que je suis devenu est heureux. Des lieux, des gens, des visages, d'enfants, de très vieilles gens. Je ne peux pas faire ça dans les dossiers. Il faut être sur le terrain pour raconter. Éric Orsena, éloge de la curiosité. Vendredi à 22h sur Public Sénat. L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, vendredi à 23h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et nous recevons ce soir Audrey Pulvar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Vous avez donc succédé à Nicolas Hulot, le fondateur, en juin dernier. Vous nous direz dans un instant peut-être quel bilan vous faites au bout de 6 mois et puis quels sont vos projets, vos perspectives. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur le livre présenté par le philosophe Dominique Bourg que vous avez préfacé. Inventer la démocratie du XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur. Expliquez-nous de quoi il s'agit et ce que cette chambre parlementaire pourrait amener de nouveau. L'idée, si vous voulez, c'est que le principal carburant de la machine folle dans laquelle nous sommes tous embarqués et qui produit beaucoup de destruction de l'environnement, qui produit du réchauffement climatique, c'est le court terme. C'est le court terme qui pousse l'investisseur à mettre son énergie et son argent plutôt dans des projets destructeurs pour l'environnement, puisque les projets des énergies fossiles, par exemple, ont des rapports plus rapides et plus avantageux, en tout cas, c'est encore le cas pour certains. C'est le court terme qui empêche parfois le politique ou la politique de prendre des décisions pas forcément très populaires, qui engagent l'action pour les générations futures. Et c'est aussi le court terme qui parfois décourage le citoyen ou la citoyenne de s'investir dans la vie politique. Or, les questions liées au réchauffement climatique, à la dégradation de l'environnement ou à l'érosion de la biodiversité sont des questions de long terme. Donc elles nous touchent déjà aujourd'hui. Voilà, elles nous touchent déjà aujourd'hui, mais ce sont des questions du long terme. Donc l'idée, c'est d'agir aujourd'hui sur la production de la loi pour qu'elle soit conforme aux intérêts des générations futures et aux intérêts du long terme, avec une chambre qui serait à côté de la Chambre des députés, enfin de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui serait composée
en partie de citoyens tirés au sort, en partie d'un conseil scientifique pour éclairer la décision et les avis rendus par cette Chambre. Et c'est pas du tout, l'idée qu'on porte avec ce livre n'est pas du tout d'ajouter une couche au millefeuille, c'est pas du tout non plus une idée de blocage ou de sanction. C'est l'idée, premièrement, d'associer vraiment le citoyen à la décision politique, de le réconcilier avec la décision politique. Vous voyez bien que l'abstention est le premier parti de France. Et puis, d'éclairer la décision politique à l'aune scientifique, sans pour autant donner le pouvoir aux scientifiques, et d'être une chambre qui serait sur le chemin de la loi. Vous savez, elle passe à l'Assemblée, elle est examinée au Sénat, elle repart à l'Assemblée, la fameuse navette parlementaire. Ce serait bien qu'il y ait un petit stop à l'Assemblée citoyenne du long terme qui donnerait un avis important, pris en compte, sur la compatibilité des textes de loi et les intérêts du long terme. Alors pour le coup, c'est clairement une idée nouvelle, presque révolutionnaire, mais vous avez bien conscience qu'à l'heure où l'on parle de réduction de moyens, de réduction de nombre de parlementaires, comment ajouter cette strate supplémentaire et comment la financer? Alors, vous savez, Emmanuel Macron a repris l'idée il l'appelle Chambre du futur. Nous l'appelons Assemblée citoyenne du long terme, mais on peut l'appeler Chambre du futur. En parlant notamment de la réforme du CESE. Alors, la réforme du CESE, ça ne nous concerne pas. Nous, à la Fondation, nous proposons cette nouvelle... Conseil économique le Conseil économique et social et sa réforme ne nous concerne pas. C'est la décision du chef de l'État. Mais nous proposons une transformation. On espère que nos propositions seront entendues. Quand le chef de l'État parle de Chambre du futur, parle de prendre en compte les intérêts du long terme dans la décision politique, que ce soit à travers le CESE ou que ce soit à travers la Chambre que nous proposons, de toute façon, pour nous, c'est pour la bonne cause. Concrètement, vous savez où elle en est, cette idée? Si elle a fait son chemin à la fois dans l'esprit de Nicolas Hulot, avec lequel vous êtes sûrement en contact, et peut-être dans l'esprit de Alors, dans l'esprit de Nicolas Hulot, je pense qu'elle est très claire, puisque c'est une proposition qui est développée par la Fondation depuis de nombreuses années, et il la portait déjà. Donc c'est un soutien de poids auprès d'Emmanuel Macron. Probablement. Je le crois, je le pense. Dans les cabinets ministériels, nous faisons progresser l'idée, nous rencontrons des gens, nous discutons. Nous en avons longuement discuté avec la garde des Sceaux, nous en avons longuement discuté avec Édouard Philippe. Nous avions rendez-vous avec Emmanuel Macron qui a été reporté, donc probablement que nous aurons une nouvelle date. Le sujet est sur la place publique. Nous avons publié ce livre qui est à disposition du grand public, qu'il s'en empare et qu'on en discute. De toute façon, ça ne peut pas se faire sans une réforme constitutionnelle. Absolument. Autre sujet crucial cette année, c'est la révision de la PPE. Alors pour les téléspectateurs, je vais préciser, programmation pluriannuelle de l'énergie. Le développement des énergies renouvelables fait partie des objectifs. Nicolas Hulot l'a dit encore hier lors d'une visite dans la Sarthe, il dit vouloir faire de la pédagogie et pousser à l'autoconsommation. Est-ce que ça suffit encore aujourd'hui, la pédagogie? Est-ce que ça suffit de vouloir montrer l'exemple comme il l'a fait hier dans la Sarthe, ou est-ce qu'il faut passer à, non pas à des sanctions, mais enfin pousser, plus qu'inciter il faut tout faire à la fois. De toute façon, on ne peut pas faire sans les citoyens ou contre les citoyens. Il faut, dans la mesure du possible, les associer à la décision. Après, vous parliez tout à l'heure... On en connaît les limites de cette incitation. Vous parliez tout à l'heure de la limitation de vitesse. Parfois, il faut aller un petit peu plus loin que l'incitation et la discussion et la co-décision, en quelque sorte. Il y a un point qui est très important sur cette question de la programmation de l'énergie, c'est d'abord les économies d'énergie. Alors évidemment, il y a toutes les questions liées à la part du nucléaire dans l'électricité, à la fermeture des dernières centrales à charbon, à la fermeture d'un certain nombre de réacteurs. Tout cela va être discuté dans le cadre de cette PPE, et il nous faut des objectifs très clairs à la fin, mais... On ne peut pas penser de toute façon, je vous parlais tout à l'heure du court terme et du long terme, on ne peut pas penser de toute façon les solutions à la question du réchauffement climatique, de la dégradation de l'environnement et l'érosion de la biodiversité, parce qu'il ne faut pas oublier la biodiversité, sans se poser la question de nos modes de vie, de nos modes de transport, de nos modes de consommation, et donc des économies d'énergie, d'une consommation moins destructrice pour l'environnement et d'une société plus solidaire. Vous savez, la question du réchauffement climatique, c'est une incarnation éclatante de tous les dysfonctionnements du système capitaliste dans lequel on est. Alors, il ne s'agit pas
Certains veulent une alternative au capitalisme. À la Fondation, nous prônons plutôt une alternative au court-termisme. Mais on sait que le système capitaliste mondialisé dans lequel on vit a des avantages, mais aussi des travers. Et la question du réchauffement climatique, elle incarne tous les travers de ce système. Parce que le réchauffement climatique, c'est une affaire de pays riches face à des pays pauvres. Et dans les pays riches et développés, de classes aisées par rapport aux classes défavorisées. Plus on est riche, qu'on soit à l'échelle d'un pays ou qu'on soit à l'échelle d'une partie de la population de ce pays, plus on est riche, plus on consomme, plus on détruit l'environnement, et puis on est résilient, on a la capacité de se protéger de l'impact du réchauffement climatique, donc on a moins intérêt à ce que ça change. Et plus on est démuni, plus on est pauvre, moins on consomme, moins on pollue, mais plus on est victime de l'impact du réchauffement climatique, et on n'a pas les moyens de s'en protéger. Donc si on ne réfléchit pas à ces questions-là en termes de solidarité, de partage et de sobriété ne veut pas dire décroissance, eh bien, après, tout le reste, c'est de la technique. Fixer des objectifs, décider quel pourcentage on va mettre de telle énergie, etc., développer, investir, c'est de la technique. Mais le fond de l'affaire, ce sont les changements de comportement. On a quand même le sentiment qu'on n'a jamais autant parlé des questions environnementales ces derniers mois. Est-ce que pour vous, c'est grâce notamment à un ministre comme Nicolas Hulot qui a su porter ces débats sur la place publique? Et d'ailleurs, plus globalement, comment vous jugez sa politique? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur le travail du ministre on l'a actuel? Et est-ce que vous le faites sans... Nous l'avons fait. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, un petit préalable. Nicolas Hulot a créé la Fondation Nicolas Hulot, qui aujourd'hui s'appelle la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il a incarné pendant 27 ans les combats de la FNH. Donc, c'est pas très étonnant qu'aujourd'hui, au gouvernement, il applique un certain nombre de ses idées qu'il a défendues pendant 27 ans et que la FNH soit globalement assez d'accord avec lui. Mais il arrive que nous soyons en désaccord et nous le disons. Nous l'avons dit fortement, par exemple, au moment où l'annonce a été faite de renoncer à l'objectif d'une baisse de la part du nucléaire dans notre consommation d'électricité. En tout cas, l'objectif en termes de cap et d'années. Nous l'avons dit, par exemple, sur la question des permis de tuer, parce qu'on peut appeler ça... permis d'abattage, ou on peut donner des noms très tapageurs. Non, des noms plutôt atténués à ça, mais on a parlé on n'était pas d'accord avec le ministre sur la question de l'abattage des loups, par exemple, du nombre de prélèvements. Voilà, je cherchais le mot qui est autorisé. Il y a plusieurs sujets sur la définition des perturbateurs endocriniens, par exemple. Nous n'étions pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Quand on est d'accord, on le dit aussi. Et globalement, vous trouvez qu'il mène pour répondre à votre question, Nicolas Hulot met au cœur du quinquennat les questions de transition. Et vous aurez remarqué que son ministère s'appelle le ministère de la Transition écologique et solidaire, parce que cette question de solidarité dont je vous parlais tout à l'heure est très importante. Cependant, petit désaccord avec ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que malheureusement, l'environnement a été un sujet très fort et très porteur au milieu des années 2000, et qu'aujourd'hui s'est installé dans la tête du grand public et dans le discours politique la petite musique selon laquelle l'environnement serait systématiquement une contrainte, serait systématiquement punitif. C'est en train de changer. J'espère que vous avez raison. Moi, ce que je voudrais dire à ce sujet simplement, c'est que la punition, elle n'est pas pour ceux à qui on demande de faire des efforts, elle est pour les 3 milliards d'êtres humains qui aujourd'hui déjà vivent avec 2 euros par jour, elle est pour les 900 millions à 1 milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui, alors que nous avons les moyens de nourrir tout le monde sur cette planète. Elle est pour les millions, les dizaines de millions de personnes qui chaque année sont déplacées ou réfugiées en raison de problèmes climatiques. Eux, ils sont déjà punis. Donc, sortons de l'idée de l'écologie positive. Imaginons plutôt, ça me semble plus enthousiasmant, une société moins dure, plus partageuse, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse en termes de santé publique et de réflexion sur le sens que nous apportons à nos existences. Et en 10 secondes, vous pouvez me dire si Nicolas Hulot est oui ou non un bon ministre de la transition écologique? Je pense que non seulement je pense que c'est un bon ministre, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que, j'espère qu'il restera le plus longtemps possible au gouvernement, parce qu'il a des chantiers très importants à mener. Il n'est pas dans un gouvernement très écolo-friendly, il lui-même l'a dit à plusieurs reprises, et puis on a pu le constater. Donc s'il n'est pas là,
je crains que son successeur ou sa successeur ait encore moins de marge de manœuvre. Merci infiniment Audrey Pépard d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Toujours plus d'infos sur le site internet publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez au cœur du débat.